بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أقدم نفسي مفتش بكو صديق، أستاذ محاضر في الطب العقلي للأطفال. اليوم على مستوى كلية الطب الجزائر، وممارس في مصلحة الطب العقلي للأطفال في الشارقة الجزائر العاصمة. اليوم نقدم لكم إن شاء الله هذا اللايف على تقنية من العلاج النفسي أو طريقة من العلاج النفسي التي تدعى أشكر هذه المجموعة علم النفس في خدمة المجتمع على هذه الاستضافة، خاصة المنسق العام صديقي صالح صالح الدين، ومسؤول التقنية عبد الحكيم الصيد. دونك ان شاء الله نسي نبريزونتي لكم هذه التقنية un peu en français et je vais mélanger, je vais expliquer en arabe. نشرح على حسب القدرات للترجمة، وإن شاء الله نكون في حسن الظن المستمعين والمشاهدين الذين يتابعون هذا اللايف. دونك مداخلتي إن شاء الله ستكون حسب الخطة التالية. في البداية أبدأ بعموميات حول هذه الطريقة، ثم نعطي une définition، ومن ثم نروح لمراحل العلاج، لأن الإمدار فيها مراحل، نشرح هذه المراحل، ثم ننظر على آلية عمل الإمدار، c'est-à-dire ما هو الميكانيزم داكسيون، ثم ننتقل إلى فعالية، هل هذه التقنية فعالة حقا في علاج الاضطرابات النفسية، وننظر شوية على التكوين، كيفاش واحد يقدر يتكون، ثم ننظر شوية على خصائص الإمدار عندما تطبق على الأطفال والمراهقين، ونختم بالخاتمة إن شاء الله. Donc, Inch'Allah, EMDR, c'est un acronyme, c'est-à-dire c'est une abréviation en anglais. E, c'est pour eye, c'est-à-dire les yeux. Movement, M, c'est pour movement, c'est les mouvements. Desensitization, c'est désensibilisation. And reprocessing, c'est le retraitement. Donc, en français, il a été traduit comme étant désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Voilà. وبالعربية كاين عدة ترجمات، من بينها إزالة الحساسية وإعادة المعالجة بحركة العينين. الحساسية évidemment حساسية نفسية. دونك هذه الطريقة نقدر نهضر شوية على je vais parler aussi de la définition puisque طورت وأصبحت لا تمارس فقط بحركة العينين، وتمارس أيضا بعدة تقنيات للتحفيز pour la stimulation الاستثارة، سنراهم إن شاء الله من بعد، لأن هناك l'essentiel c'est la stimulation bilatérale alternée، c'est-à-dire التحفيز في ثنائي المتناوب. دونك إن شاء الله نشرحوهم بعد. هذه التقنية évidemment طورتها عالمة أمريكية تدعى فرانسين شابيرو، التي ماتت في جوان
2019 récemment عندها واحد العام ملي ماتت. وهي في البداية il n'a pas été psychologue ولا كانت il était une linguiste بصح il avait un problème physique une maladie grave كانت تقلق par rapport à sa maladie. Après donc une fois كي كانت تمشي هكا dans un jardin il a vu que son anxiété a diminué. Il a essayé d'analyser pourquoi son anxiété a diminué. Il a vu qu'il faisait des mouvements oculaires alternés, de droite à gauche, de haut en bas. Donc c'est pour ça qu'il a dit que ces mouvements, donc ils ont joué un rôle dans la diminution de mon anxiété. Donc les mouvements oculaires alternés, bilatéral, à droite à gauche et de haut en bas, donc ils ont joué un rôle. Donc, en même temps, il a étudié la psychologie, il a étudié les différentes techniques thérapeutiques, psychothérapeutiques, la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales, donc la relaxation, l'hypnose et les techniques orientales. Donc il a il a étudié les différentes techniques psychothérapeutiques et donc construit sa thérapie, sa technique, en s'inspirant évidemment des différentes techniques, même les techniques orientales, de yoga, de l'hypnose, de la relaxation, etc. Ou une thèse de doctorat en psychologie, et oui, il a testé sa technique des mouvements oculaires sur un ensemble de patients et il a trouvé son efficacité. Il a soutenu son doctorat en prouvant cette efficacité. Donc, ici, d'améliorer un petit peu le son. Donc c'est une technique utilisée. Au début, il a utilisé surtout les psychotraumatismes. Donc استعملت في اضطرابات ما بعد الصدمة، قلق ما بعد أو ضغط ما بعد الصدمة. ومن بعد il a été développé ولات تستعمل في معظم الاضطرابات النفسية مثل اضطرابات القلق، الاكتئاب، حتى الإدمان. وحتى كاين بعض الفرق راهم يبحثوا كيفاش يستعملوها في الذهانات même dans les psychoses. Donc mais évidemment avec des protocoles adaptés à chaque thérapie, parce qu'il y a un protocole standard au début, il y a un protocole standard qui est fait généralement pour les psychotraumatismes. C'est-à-dire quand il y a un événement traumatique qui continue, donc la reviviscence، هي donc إعادة معايشة هذه الصدمة تؤدي إلى قلق. Donc il y avait un protocole de base qui a été développé à ce trouble. Et par la suite, il y avait le développement des autres protocoles, par exemple protocole pour les obsessions, protocole pour les phobies, protocole pour l'addiction, etc. évidemment بغيت في الديبي نقول لكم بلي هذه المداخله نتاعي باش pour vous informer. C'est pas pour vous former, mais pour vous informer, puisque la technique il est un peu complexe. Il est facile à l'école quand on est formé. Il est facile à appliquer, mais il faut se former. On ne peut pas l'appliquer partiellement. C'est-à-dire on ne peut pas l'appliquer à minima. C'est-à-dire on ne peut pas appliquer une partie. Il faut l'appliquer en totalité, sinon on risque de faire du mal au patient. Si on l'applique partiellement, le patient peut s'aggraver, au contraire. Il ne va pas s'améliorer, mais il va s'aggraver. pour ça راني نعطيكم peut-être هذه الحصة نعطيكم باش تفهموا الأسس النظرية ولا التطبيقية لهذه التقنية، وفي نفس الوقت باش peut-être تعطيكم envie باش نديروا لا فورماسيون.
ومن بعد نهضروا ان شاء الله على لا فورماسيون كيفاش تقدروا ديروها. وهذه التقنيه معترف بها a été reconnue par plusieurs organismes internationaux, en particulier l'OMS. L'OMS en 2012. Donc l'OMS, elle a été reconnue par l'OMS en 2012 et par l'Association américaine de psychiatrie qui a élaboré le DSM en 2004. Il est reconnu aussi par la Haute Autorité de Santé française en 2007. Voilà. On va revenir, Inch'Allah, après pour l'évaluation de cette technique. En Algérie, évidemment, donc on a dit que Francine Shapiro, c'est une américaine. Elle a développé, fait les États-Unis avec la technique. Il a été propagé dans le monde, surtout donc en Europe au début, en France. En Algérie, بدات تدخل. Évidemment, il y avait une équipe qui a été formée depuis 2004. Depuis 2009, ils ont commencé à former des Algériens. Moi, j'ai été formé par la troisième promo en fin 2012, début 2013. Actuellement, il y a une promo, il y a une sixième promo à Aura, qui a été, voilà, grâce surtout à la MDR France, en collaboration avec l'association, la SALP, l'association de psychologie. Évidemment, il y a eu la création aussi de l'association MDR Algérie, parce que le MDR, on a dit que c'est une technique très structurée, il y a une grande rigueur dans les formations, dans l'application. Donc, on va revenir pour l'appliquer. Donc, il faut s'organiser en association avec vraiment une grande rigueur. C'est pour ça qu'il y a eu la création de l'association MDR Algérie, qui a été créée grâce à la collaboration de la SALP. Donc, dont on salue les efforts énormes. Je vais avancer un petit peu pour vous parler un petit peu du processus de cette thérapie. Donc, généralement, donc, on va revenir sur le mécanisme d'action. On va parler déjà des étapes. Donc, parce que je vais dire un petit mot rapide sur le mécanisme d'action, puisque le principe, c'est de stimuler le cerveau. De stimuler le cerveau et de déclencher le processus thérapeutique du traitement de l'information. Parce que l'individu, généralement, il a un problème, quand il a un problème psychique, donc il a un problème de traitement de l'information qui est bloqué. Et le MDR, par la stimulation du cerveau, c'est-à-dire on stimule le cerveau avec soit des mouvements oculaires, on stimule les deux parties de manière alternative, ou bien par des vibrations alternatives, ou bien par les stimulations sonores qu'on y met dans les deux oreilles, alternativement. Donc on stimule le déclenchement du traitement de l'information, qui va mener progressivement à la résolution des troubles psychiques. Et ça se fait en 8 étapes, marahil. On va essayer décrire brièvement ces étapes, de dire c'est quoi. Donc, المرحلة الأولى, la première étape, donc c'est un petit peu il concerne donc c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est la première partie de toutes les thérapies, c'est-à-dire نستقبل المريض المفحوص ونسيو نشوفو نسقسيوه على المشكل نتاعو، التاريخ، الحالة نتاعو، نسيو aussi donc في البداية نفهمو الحالة نتاعو، نفهمو التاريخ المرض نتاعو، نفهمو المحيط نتاعو. و سيت اون اوكازيون aussi في المرحلة الأولى هذه
لإرساء علاقة علاجية مع المريض. اسمحوا لي باردون. دونك علاقة علاجية، علاقة ثقة، وأيضا c'est une occasion pour un petit peu faire apprendre aux patients quelques techniques pour s'autogérer, c'est-à-dire quelques techniques باش ينقص في الستريس نتاعو، كيما les techniques de relaxation, la technique de lieu sûr, مكان آمن. On va lui apprendre des métaphores un petit peu qui vont l'aider, parce que au cours de cette thérapie EMDR, c'est une thérapie découvrante. C'est-à-dire découvrante, c'est pas une thérapie de soutien qui soutient le patient, mais il découvre, donc il va creuser dans l'histoire du patient, il va creuser, il va un petit peu titiller ses anciens traumatismes, il va un petit peu les dévoiler. Ça peut être difficile pour le patient de revivre tous ces traumatismes. باش نحضروه pour tout ça لازم نعلموله، باسكو يقدر يتقلق في العلاج، يقدر يتقلق بزاف. نعلموه تقنيات باش يجيري التقلق نتاعو ولا الستريس نتاعو. دونك هذه cet apprentissage il peut se faire aussi dans la deuxième phase qui est la phase de préparation، مرحلة التحضير. وجينيرالمون مرحلة التحضير والمرحلة لا بروميير فاز لا دوزيام فاز يقدروا يكونوا كونفوندو شوية، ويقدروا ils peuvent durer plusieurs séances. Ça peut durer 1, 2, 3, 4 séances, ça dépend des patients et du degré de traumatisme du patient, parce qu'il y a des traumatismes simples et des traumatismes complexes. الاسونسيال في التحضير ايضا في المرحله الثانيه هذه نشرح التقنيه هذه واش معناتها، كومون الاجي، نستعملوا لي ميتافور كيفاش ان هذه التقنيه تقدر تداوي الجرح النفسي، كما الامبونسمون يداوي الجرح الجسدي، البانسمون avec les médicaments les antiseptiques qu'on met. نفس الشيء هذا التقنيات تداوي الجرح الجسدي. وايضا في المرحله الثانيه في فاز بريباراسيون ايضا نجربوا وشنو هي التقنيه دو ستيمولاسيون، كل هي لا تكنيك دو ستيمولاسيون لا بلوز ادابتي او باسيون. اسك يستجيب ميو مع حركه العينين، نستعملوا لي دوا، نشوفوا لا ديستانس، لا بوزيسيون. جينيرالمون لا بوزيسيون سي باطو كروازي. نعرفوا لي بوزيسيون في لا بسيكوثيرابي، لا بسيكاناليز كلاسيك سي لو ديفون، il y a le face à face, généralement il y a les positions de relaxation, d'hypnose, etc. La position de l'EMDR généralement c'est le bateau carroisien. Plus rarement on peut avoir un face à face. Donc نجربوا quand même la distance, est-ce qu'il est à l'aise avec les mouvements oculaires ou là il est plus à l'aise مع les tapotements. Par exemple on peut faire des tapotements sur les genoux, c'est des stimulations tactiles dans ce cas alternative sur les genoux. Ou bien si on a par exemple, il y a des appareils qu'on va voir tout à l'heure, par exemple des appareils qui émettent des vibrations, on peut les utiliser aussi. Voilà, donc tout ça c'est dans la préparation. Et la préparation aussi, on va vérifier s'il n'y a pas de contre-indication à cette technique, parce que il y a la technique des fois ما نقدروش نستعملوها. Par exemple, si le sujet il présente une maladie un petit peu grave physique, par exemple une épilepsie non équilibrée ou مثلا un problème cardiaque qui risque de décompenser suite à un stress intense, ou bien par exemple il a un voyage à faire dans une semaine, donc on va pas commencer à une thérapie معاه وهو يروح dans un voyage, ou le thérapeute lui-même il aura
son voyage. Donc, c'est une thérapie minimum, il va durer, voilà, donc il faut plusieurs séances, il faut quelques mois, donc ça dépend des cas, mais il y a des cas complexes qui vont nécessiter quelques mois, voire des années. Mais généralement, c'est une thérapie un peu rapide. C'est parmi les plus rapides des thérapies, des psychothérapies. Donc, قلنا بلي كاينه 8 مراحل. المراحل الاولى والثانيه ست مرحله دي بور لا بريباراسيون بور كونيتر. نسيت ما قلت لكمش في المرحله الاولى وفي سكون ابل البلان دو سيبلاج، ستادير قلت لكم بلي لا تيرابي MDR سي تكنيك تاع ستركتوري فيها ان بروتوكول كيفاش ندير البلان دو سيبلاج. وبلان دو سيبلاج خطه تحدد الاهداف التي كونسيبل بار لا ثيرابي. والاهداف هذه جينيرالمون هي سي دي تروماتيزم انسيان، هي سي دي تروماتيزم انسيان. La personne, généralement selon la théorie de l'MDR, le trouble psychique actuel, il est expliqué par de nombreux traumatismes que le sujet a vécu dans son passé. C'est l'accumulation de plusieurs traumatismes. Et dans le plan de ciblage qu'on fait dans la première phase, généralement, on a comme pour objectif de revenir, d'aller dans le passé du sujet. On va voyager dans son passé, évidemment dans sa mémoire, parce que le passé il est dans sa mémoire. On va lui demander de se rappeler des moments, parce qu'il y a un problème. On va utiliser ce qu'on appelle, on va définir la situation, donc l'émotion par rapport à ce sujet, et même surtout l'idée négative qu'il a de soi-même, la condition négative qu'on appelle. Et à travers cette condition négative, l'idée négative, par exemple, généralement dans le cadre du PTSD, la condition négative la plus fréquente, c'est que je suis en danger. Voilà, je suis en danger. Il y a le danger qui est là, malgré que l'événement traumatique est passé, il date de plusieurs mois, plusieurs années, mais le danger il est toujours présent dans notre esprit. À travers cette idée, on va aller dans le passé du sujet et détecter tous les événements où il a eu cette même pensée. Voilà, il y a toute une technique, je ne vais pas détailler tout ça. Et évidemment, à travers cette technique, on va aller le plus loin possible dans le passé pour détecter ce qu'on appelle le souvenir source, qui est généralement la source de tous les mots de ce sujet. Voilà. Allez, juste par rapport au plan de ciblage, donc le lieu sûr aussi, il a tout un protocole. Donc le MDR, ce qui est bien, c'est qu'on est guidé. On sait ce qu'on fait avec le patient. D'ailleurs, c'est une technique très adaptée chez nous parce que c'est clair, devant un patient, on sait ce qu'il faut faire. On ne va pas attendre, donc il y a tout un protocole, il y a une démarche à suivre, qu'il soit dans l'élaboration d'un lieu sûr, ou bien du plan de ciblage, ou bien même des autres phases. Donc, justement, on est arrivé à la phase 3, qui est la phase d'évaluation, ce qu'on a, donc تقييم نسموها بالعربية تقييم. وهذه la phase d'évaluation هي تقنية التي généralement نديروها كي نديرو la phase d'évaluation. On va commencer, c'est la même séance, on commence la stimulation, la quatrième phase qui est la stimulation. Au la phase de l'évaluation, généralement, تقييم نختاروا un événement évidemment dans le passé, ce sont le souvenir du sujet. Donc on choisit un événement, par exemple, il y a une trentaine d'années, il a vécu un traumatisme quand il était enfant, par exemple, et il a fait une chute d'une hauteur, bien il a été effrayé par un chien, etc. Donc on va prendre ce traumatisme
cet événement, on va le traiter. Donc on va essayer c'est une blessure psychique qu'on va traiter par le MDR. Donc, mais avant de la traiter, on va l'analyser. On va analyser par un protocole. Donc le protocole, évidemment, نشوف الحادثة هذه l'événement, son image, l'image mentale, soit l'idée négative que se fait le patient en pensant à cette image, l'idée positive qu'il aurait aimé penser en pensant à cette image. On va évaluer, on va utiliser l'évaluation de l'idée positive, c'est-à-dire à quel degré il croit à cette idée. Par exemple, je suis en sécurité. Il avait une idée, je suis en danger. L'idée qu'il souhaite penser quand il pense à cet événement, il va dire je souhaite penser je suis en sécurité. Mais est-ce qu'il croit vraiment cette idée? C'est pour ça qu'on va utiliser une échelle qu'on appelle le VOC en français. C'est Validity of Cognition Scale. Donc cette échelle, il est de 1 à 7. 1, c'est-à-dire 1, c'est pas du tout vrai. Et 7, c'est vrai à 100%. Je la crois vraiment. Donc à 100%. Il est vrai. Donc on va analyser l'émotion, المشاعر, qui est en relation avec cette idée. Généralement, المشاعر, c'est le خوف, c'est la plus fréquente, c'est la peur. Donc, et l'émotion aussi, on va comme dans les thérapies cognitives comportementales, on va la chiffrer de 0 à 7 à 10 avec ce qu'on appelle le SUD, qui est l'abréviation du Subjective Unit Stress Scale. Donc, c'est une échelle aussi de 0 à 10, où 0, il n'y a pas du tout de perturbation, je suis à l'aise, et 10, je suis au maximum d'émotions, de perturbation qu'on puisse imaginer. Évidemment, on a commencé par l'idée, puis l'émotion, et en profondeur, on va analyser le corps. Le corps aussi, il y a une empreinte du corps. Le traumatisme psychique, il fait son empreinte même sur le corps, qu'on appelle le scanner corporel. Le scanner corporel est le sujet de un petit peu de lier cette idée positive à l'image et de fermer les yeux et de voir s'il se ressent quelque chose dans son corps, une gêne particulière. Donc voilà, c'est ça. Une fois qu'on a terminé cette évaluation, on va demander au sujet de se concentrer sur généralement sur cet événement, cette image qui le perturbe, et cette idée négative, j'ai peur, qu'il a de soi-même, et cette sensation peut-être de pression thoracique ou bien de boule d'angoisse, de boule œsophagienne. Et on va commencer la quatrième phase, qui est la stimulation. On va directement stimuler, stimulation bilatérale avec le mouvement oculaire, ou bien avec les différentes autres stimulations. Par la suite, voilà, chaque après stimulation, on demande au sujet ce qu'il ressent, et c'est des étapes jusqu'à arriver dans cette quatrième phase, à avoir vraiment à effacer cette émotion qui est négative, c'est-à-dire arriver à un sud qui est 0, donc on va l'effacer complètement. En bas, quand on efface l'émotion, donc il y aura l'idée qu'il faut travailler cette idée positive, il faut installer. Dans la cinquième phase, on va installer cette idée positive. On va essayer de lier cette idée « je suis en sécurité ». Quand il pense au passé, à cet événement où il a été effrayé par un chien dangereux, donc il va dire maintenant, ça fait partie du passé, maintenant je suis en sécurité. Cette idée « je suis en sécurité », on doit l'installer évidemment toujours par des mouvements oculaires, parce que
quand il pense, le patient, on va l'aider dans cette pensée, dans ce traitement d'information par une stimulation de son cerveau pour lui faciliter ce traitement d'information. Et par la suite, donc, et cette idée, évidemment, on va refaire cette stimulation jusqu'à arriver à un VOC. On a dit l'évaluation de cette idée qui est, il va la caler à 100%, c'est-à-dire à 7. On va arriver à 7, c'est-à-dire quand il me dit je suis à 7, donc il cale, donc on est à l'aise. On va passer à la 5e étape, à la 6e, qui est le scanner corporel. Et le scanner corporel qui est évidemment, on va lier cet événement à l'idée positive et on va lui demander de fermer les yeux et de faire un scanner. C'est comme un scanner, c'est-à-dire réel, radiologique, de la tête jusqu'aux pieds. On imagine plusieurs coupes du scanner, mais il va le faire psychiquement en fermant les yeux. Il va faire passer son corps s'il ressent une gêne quelque part dans son corps. Et évidemment, s'il ressent une gêne, on va la traiter jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à éliminer toute gêne. Voilà. Voilà, donc quand on arrive à traiter le corps, donc c'est vraiment, on est dans les profondeurs. Et généralement, on arrive à la clôture de la séance. Parce qu'on a tout arrêté, on a traité l'idée, on a installé l'idée positive, on a traité l'émotion négative, la gêne corporelle, et on arrive à la clôture, on va dire au patient. Donc voilà, on a bien travaillé, on va faire un petit briefing. Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu as gagné de cette séance? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? On ne va pas utiliser le tu, donc on va utiliser le vous. Tu es juste un patient. Donc, qu'est-ce que vous avez gagné de cette séance? Évidemment, ça dépend aussi, donc il y a quelques détails qu'on ne peut pas exposer, mais ça dépend aussi. On n'arrive pas tout le temps à la 6e phase, parce qu'il y a dans certains cas difficiles, on peut s'arrêter à la 4e phase, en stimulation, mais on n'arrive pas au-dessus de 0. Donc toujours il y a des matériaux. Généralement la séance immédiate dure environ 90 minutes. Généralement c'est des séances un peu longues, 1 heure 90 minutes. Donc à la fin de la séance, même si on n'a pas terminé le traitement, si il a encore du matériel, on va le stabiliser. Avant de le libérer, on va stabiliser, on va faire un débriefing avec lui, on va lui demander de respirer, de se reposer. S'il a une bonne perturbation, on peut utiliser des techniques du lieu sûr, le mécanisme de relaxation. On peut utiliser différentes métaphores, voilà, c'est du passé, etc., les métaphores du terrain, il y a plusieurs métaphores. Donc voilà, donc la clôture, la 7e phase, donc il diffère un petit peu, mais dans tous les cas, on va dire au patient, on va libérer le patient, on va lui dire de se reposer, de ne pas prendre directement la voiture, et par exemple le volant, parce qu'il y a des risques. Une fois qu'il est soulagé, on le libère, donc on va lui donner un numéro de téléphone s'il a quelque chose, s'il ne va pas bien. Il peut nous appeler et évidemment on va lui dire de mentionner sur un journal tout ce qui est les nouveautés qui vont apparaître entre les 2 séances. Voilà. Et la 8e phase, c'est la réévaluation. C'est-à-dire la 8e phase, mais généralement, à chaque nouvelle séance, après qu'on a commencé les stimulations, c'est une 8e phase. Donc la 8e phase, c'est une réévaluation. C'est-à-dire on va revenir, déjà on va demander dans la réévaluation, on va demander au sujet s'il a senti au cours de, voilà, est-ce qu'il y a des nouveautés au cours entre les 2 séances, est-ce qu'il a senti d'autres idées, est-ce qu'il a eu d'autres idées, est-ce qu'il a fait des rêves, est-ce qu'il a fait, donc on va faire, voilà, lui demander s'il y a des choses nouvelles. En même temps, on va évaluer le souvenir qu'on a traité dans la séance précédente. On va l'évaluer. Donc, on va lui dire, évidemment, on va lui demander de penser à cet événement
par exemple, si c'est ça dépend aussi, il y a des détails si c'est une séance achevée ou non. Donc, ceux qui ont fait déjà la formation, ils savent tous ces détails. Mais moi, je vais expliquer globalement que c'est achevé. On va juste vérifier s'il n'y a pas, s'il n'y a pas aussi, s'il n'y a pas de, si cet événement, si cet souvenir qui a été traité ne dérange pas encore le patient. S'il dérange, il y a du matériel, c'est-à-dire on va le traiter, on va continuer. Sinon, on va passer à un autre souvenir. On monte généralement dans le temps jusqu'à arriver à un souvenir actuel. Non, à l'état actuel. Évidemment, je ne l'ai pas dit dans le plan de ciblage, mais aussi on évalue aussi dans le plan de ciblage les déclencheurs actuels du trouble psychique et on se projette aussi dans l'avenir comment le sujet souhaite être dans l'avenir. C'est-à-dire, on va préparer, on va installer tout ça, on va transcrire sur une feuille, tout ça, pour la travailler. Parce que le plan de ciblage, à chaque fois, on va travailler sur ce plan de ciblage qu'on va enrichir en fonction de l'événement, des événements, des autres événements, peut-être des autres souvenirs qui peuvent apparaître. Voilà en résumé les différentes étapes. Voilà donc les moyens de stimulation bilatérale. Donc il y a plusieurs moyens. On a parlé des mouvements oculaires alternés, des va-et-vient. Généralement c'est horizontal. Actuellement le protocole actuel c'est horizontal. Mais aussi on a dit qu'on peut utiliser des tic-tac, tic-tac, par exemple des stimulations bilatérales alternées par des sons et peut-être des vibrations aussi. Et des tapotements aussi qui peuvent se faire sur le corps, sur les genoux, sur les épaules par exemple. Chez les enfants, on utilise beaucoup le papillon, les tapotements, les auto-tapotements avec l'enfant. On lui demande de tapoter sur lui-même parce que on peut utiliser avec le par procédé, mais c'est plus un petit peu agréable pour l'enfant, généralement. Voilà. On va parler maintenant des mécanismes d'action. Malgré que donc, les mécanismes des psychothérapies sont, même des médicaments psychotropes, on ne les connaît pas bien, et donc il y a plusieurs hypothèses. Même l'EMDR, il y a plusieurs hypothèses qui essayent d'expliquer un petit peu comment agir cette technique sur les troubles, comment il peut soulager le sujet de ces troubles. Donc, évidemment, c'est une découverte fortuite, comme la plupart des psychothérapies, des thérapies, même des médicaments. Donc, hypothèses. Parmi les hypothèses, je ne vais pas citer toutes les hypothèses, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais citer les plus importantes. Ce qu'on appelle le traitement adaptatif de l'information. Tout simplement, c'est que le sujet normal, quand il est normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas prédisposé à, par exemple, avoir un PTSD, un psychotraumatisme, il traite les événements de la vie, il a un traitement adaptatif, c'est-à-dire un traitement qui est normal des événements. Quand il y a un événement, il va le digérer, il va lui donner un sens, il va faire des associations avec ce qu'il a vécu dans son cerveau, etc. Il va voir il va essayer de comparer à son passé, à ses souvenirs du passé. Par exemple, s'il a un événement un petit peu, un tremblement de terre, un accident de circulation, un événement qui le choque, qui est un choc, donc il va le traiter, il va le digérer au fur et à mesure. Mais apparemment, donc, chez les patients, ce traitement adaptatif de l'information, il est altéré. Et justement, l'EMDR, il vient pour justement stimuler ce traitement adaptatif de l'information. Et aussi, parmi les théories plus aussi intéressantes, il y a la comparaison avec les mouvements oculaires au cours du sommeil paradoxal. Vous savez que donc, le sommeil, c'est plusieurs phases. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est là généralement où il y a les rêves,
quand on a analysé les sommeils paradoxaux, il y avait les mouvements oculaires. Apparemment, ces mouvements oculaires, c'est eux qui traitent, c'est des mouvements physiologiques qui existent chez toute personne, qui traitent des mouvements alternatifs, qui traitent les événements de la vie qui nous dérangent. Généralement, après le sommeil, évidemment, on est soulagé parce que le sommeil, on sait maintenant que le sommeil, il traite beaucoup de choses. Il traite les blessures somatiques, mais il traite aussi les blessures. C'est pour ça que c'est bien de dormir assez suffisamment. Sinon, on est exposé à beaucoup de problèmes psychiques et physiques, même le corona d'ailleurs. Juste une parenthèse, évidemment, il y a une ressemblance entre les mouvements qu'on fait un petit peu chez ces patients et ce sommeil paradoxal. Un petit peu, on le fait de manière artificielle et accélérée pour un petit peu l'aider à traiter ces informations. Voilà, donc il y a d'autres théories. Il y a aussi la théorie qui dit que l'UMDR, c'est une simple exposition. C'est comme celle, c'est-à-dire des thérapies cognitives comportementales, parce qu'en thérapie cognitive comportementale, on utilise beaucoup l'exposition. Mais apparemment, l'UMDR est plus complexe que l'exposition simple. D'ailleurs, des résultats plus intéressants que l'exposition. Il traite d'une manière un petit peu plus rapide les événements, parce que parmi les techniques les plus reconnues dans le PTSD, par exemple, le post-traumatic stress disorder, problème du stress post-traumatique, c'est l'exposition des thérapies cognitives comportementales et l'UMDR. Mais l'UMDR, il traite un petit peu plus rapidement ces événements, ces souvenirs traumatiques. Voilà, donc, et apparemment, parmi les autres théories, ces mouvements, ça permet de libérer l'acétylcholine, qui est un petit peu l'hormone qui permet du repos, qui permet de détente, et ainsi que le corps, la personne, il traite mieux l'information dans la détente que quand il est dans la panique où le système énergique est stimulé. Voilà, donc en résumé, les grandes théories de cette thérapie. Maintenant, pour ne pas, donc on va essayer de gérer un petit peu le temps. La thérapie EMDR, il a été reconnu par plusieurs organismes. On a dit pourquoi il a été reconnu par l'Association américaine de psychiatrie. Donc, son efficacité il a été prouvé par beaucoup d'études qui ont été réalisées. Voilà, donc plusieurs organismes internationaux qui ont reconnu, surtout aux États-Unis et un peu partout dans le monde, l'OMS, l'Autorité de santé française. Donc, ils ont reconnu les vétérans américains du Vietnam, etc. Tous les organismes, l'INSERM aussi, l'INSERM en France, l'INSERM en 2004, il a reconnu l'MDR comme étant un traitement qui est de choix pour les victimes du traumatisme. Voilà, donc on va passer à un autre sujet. Donc, on va parler un peu de la formation. D'abord, je vais donner quelques remarques parce que c'est déconseillé d'utiliser le MDR sans être formé par un organisme. Ça, c'est la première remarque. Un organisme accrédité, c'est-à-dire reconnu. Et en même temps, il faut être, quand on veut être formé, il faut chercher ces organismes accrédités. Et évidemment, en Algérie, actuellement, le seul organisme qui est accrédité, qui est reconnu, si vous voulez vous former, c'est l'association EMDR Algérie, qui travaille en collaboration avec la SARB. Voilà, c'est pour le moment, à ma connaissance, du moins,
c'est le seul organisme qui est reconnu. Pourquoi c'est le seul organisme? Parce qu'il est reconnu par le MDR France et le MDR évidemment international. Donc c'est tout un réseau. Donc il y a l'association internationale, donc mondiale de MDR. Donc il y a aussi l'association européenne et l'association française. Donc tout ça, donc il faut être reconnu par ces organismes pour un petit peu pour donner déjà des formations, parce qu'il ne suffit pas d'être formé à cette technique. Pour devenir formateur, il y a des conditions pour devenir formateur. On va revenir un petit peu tout à l'heure, mais je vais vous parler un petit peu du cursus de la formation de base de l'EMDR, puisqu'il y a généralement la formation de base, il y a deux niveaux. Il y a un niveau 1 qui se fait environ 20 heures, en 4 jours à peu près. Et avec le niveau 1, il est suivi de 2 supervisions de 5 heures chacune. Donc il faut des supervisions. Et du niveau 2 aussi 4 jours à peu près, 20 heures aussi, on verra. Il est suivi aussi de 10 heures aussi de supervision. Donc c'est une formation très structurée. Évidemment, ce que je voulais dire aussi sur les formations, donc ils vont être faites par les organismes accrédités. J'espère que le MDR Algérie et la SALP vont organiser d'autres sessions à l'avenir, puisque normalement il y a actuellement une session en formation qui est celle d'Oran, qui a démarré en janvier 2019 en principe. Il y aura inchallah d'autres, j'espère, d'autres formations pour vous permettre de vous former. Et donc, ça c'est la formation de base. Il y a la formation continue. Et généralement, pour devenir praticien, il faut présenter au minimum, il faut faire au minimum 50 séances avec au moins 25 sujets. Voilà. Donc, pour être accrédité, et quand on est accrédité, on devient praticien MDR, on est inscrit, on doit être inscrit sur la liste des praticiens. Et en principe, normalement, on doit à chaque fois faire la formation continue, participer au séminaire, faire des formations continues sur les autres protocoles. Et chaque fois qu'on fasse des formations, on a des points. Et si on n'a pas de points, à certains moments, on peut être privé de notre diplôme. Donc c'est une formation très sérieuse, voilà. Et c'est bien parce que quand on joue pas avec les patients, il faut faire un travail sérieux. Et mais chez n'importe qui de les former, parce que j'ai vu de temps en temps des gens qui il suffit qu'ils lisent un bouquin ou là, il va les former, ou là, il a fait la formation de base, il va les former. Non, c'est interdit. On risque d'être radié de la liste si on est praticien. Donc, pour être formateur, il faut plusieurs années. Il faut déjà être superviseur. Il faut minimum 3 ans pour devenir superviseur. En bas, il faut devenir facilitateur. Il faut plusieurs années et plusieurs points. Et un travail continu tout le temps avec les patients. Et des formations de continu pour devenir un formateur. Et c'est des formations. Formation pour devenir superviseur et formation pour devenir formateur. Donc voilà, juste en résumé. Je vais citer quelques caractéristiques par rapport aux enfants. Chez les enfants, le MDR, il diffère un petit peu. Le protocole que j'ai cité tout à l'heure, généralement, on peut l'appliquer à partir de 9 ans. Voilà. Parce que l'enfant, il peut suivre des mouvements oculaires à partir de 9 ans, généralement. En même temps, il peut avoir, par exemple, des conditions positives. Parce que c'est des conditions, ils sont un peu difficiles chez les enfants de bas âge. Généralement, on est obligé d'adapter le protocole. Voilà. Et il faut adapter le protocole chez les enfants. Généralement, on peut, par exemple, chercher la condition positive.
Mais tout ça, c'est-à-dire, d'ailleurs, même d'Algérie, avec la SAP, on a eu l'occasion de faire aussi une formation EMDR enfants. Donc, il faut se former aussi. Quand on va travailler avec les enfants, il faut avoir déjà, faut être un petit peu, avoir au moins un niveau en tant que praticien général, non, en tant que MDR général, MDR de base, pour accéder à cette formation. Et il faut avoir l'habitude de travailler avec les enfants aussi. Et aussi, chez les enfants, la caractéristique, c'est que la durée du traitement, généralement, il est rapide. Il est plus rapide parce que les enfants, ils n'ont pas, les traumatismes ne sont pas complexes et ils n'ont pas beaucoup d'expérience de vie. Et aussi, on utilise beaucoup la technique de PAD qui est plus acceptée par les enfants. On peut utiliser même la thérapie de groupe, voilà, avec plusieurs enfants. Ça a été utilisé, voilà. Voilà, donc ça c'est l'enfant. La formation des enfants, c'est le même système, deux niveaux, et à chaque fois, pour chaque niveau, deux séances de supervision. Donc, généralement, la durée de la formation, ça s'étale sur 2 ans. On fait un niveau d'une semaine, on pratique, et on a 2 mois après une supervision, puis 2 mois après une autre supervision, puis une année après, on aura le deuxième niveau, et ainsi de suite. Généralement, on peut achever la formation à 2 ans, si on est un peu rapide. Sinon, on peut l'achever un peu plus en 3 ans, 4 ans, en fonction de l'activité de chaque praticien, de chaque candidat. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est ça le MDR. Ce que je peux dire à la fin, c'est que le MDR, c'est une technique intéressante. J'ai dit tout à l'heure que quoi, c'est une technique qui donne un protocole qu'il faut suivre. Elle est très structurée, elle est très sérieuse. En même temps, c'est une technique intégrative. Intégrative, puisqu'il associe un petit peu, on a dit que Francis Shapiro, il s'est formé un petit peu différentes psychothérapies, il s'est inspiré un petit peu de la psychanalyse, puisqu'il y a un peu d'association libre dans le MDR, il y a un peu d'exposition des TCC, il y a un peu d'hypnose aussi. On a vu le scanner corporel, on a vu les techniques de relaxation. C'est une technique qui englobe un petit peu ces différentes thérapies. Évidemment, généralement, on peut l'appliquer avec les autres thérapies. C'est-à-dire qu'on peut être en thérapie en thérapie TCC avec un patient. À un certain moment, on décide de lui appliquer une séance de MDR parce qu'il faut un petit peu nettoyer rapidement un souvenir qui gêne. Voilà, c'est une technique, évidemment, malgré qu'il est un petit peu très structuré, évidemment, il permet, dans un cadre général, quelques, voilà, اجتهادات كما يقولون en arabe, de la part du patient pour un petit peu expérimenter différentes techniques qu'il connaît aussi, c'est les psychothérapeutes, psychologues, psychiatres. Je pense que j'ai fait le tour de la question et je pense que je vais m'arrêter là. Et pour les questions, je vais répondre pour vos questions que vous avez posées. Je préfère répondre par écrit à toutes les questions que vous avez posées. Je vais répondre à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Peut-être, je ne sais pas si j'étais un peu clair. Des fois, je mélange le français et l'arabe. Peut-être avec un rythme lent des fois. L'essentiel, donc, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à la prochaine fois, peut-être pour d'autres lives. Merci pour votre attention.